Jeudi 14 septembre 2023, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, à la une de l'actualité de ce jour, page politique pour commencer. Chaque candidat à l'élection présidentielle doit être prêt à accepter toutes les organisations pour qu'il y ait une stabilité avant, pendant et après l'élection, a déclaré aujourd'hui le Premier ministre à la tête du gouvernement collégial qui assure les fonctions du chef de l'État par intérim. Le Premier ministre Christian a ainsi appelé les candidats au calme, à ne pas provoquer des troubles pour éviter la division au sein des Malagasy. L'organe mixte de conception au niveau national ou OMC-NAT contribuera également à établir la stabilité et à assurer la paix lors du processus électoral. Une réunion de l'OMC-NAT a eu lieu ce jour au palais de Mazouarif. Les détails avec Cécile Sylvain, Andina Martina sur les images de Nzar Djiansu. Il reste 56 jours avant l'élection du président qui dirigera à nouveau Madagascar pour les 5 prochaines années. Dans ce processus électoral, chacun a ses responsabilités, notamment les politiciens et les candidats, pour assurer la stabilité et la sérénité dans le pays, a déclaré le Premier ministre à la tête du gouvernement collégial qui assure les fonctions du chef de l'État par intérim. Selon les explications, ce n'est pas le moment de semer le trouble ou de diviser le peuple malagasy. Que ce soit les politiciens que les candidats, chacun doit respecter la loi et chacun a également une grande part de responsabilité pour l'apaisement. Les organisations lors de ce scrutin du 9 novembre ont été déjà examinées afin d'assurer la paix et la sécurité avant, pendant et après l'élection. Le Premier ministre a également souligné que l'élection est le seul moyen pour Madagascar d'avoir un président de la République en janvier 2024 de façon démocratique. Réagissant aux polémiques sur son renoncement d'assumer les fonctions du chef de l'État et également par rapport à ces photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux montrant sa rencontre avec les 10 candidats à la présidentielle, le président du Sénat, Herman Razaf-Maïf, a fait une déclaration claire appelant tout un chacun à faire confiance au gouvernement actuel à l'approche des élections et il ne devrait pas y avoir aucune priorité autre que les élections dans le monde politique malagasy actuellement, a-t-il souligné. Les détails avec Judikel Rangianirin, la Terragoutmaouf, sous les images de Sech Adjianap. Selon Herman Razaf-Maïf, président du Sénat, c'est sa décision et son choix s'il a refusé de prendre les fonctions de chef de l'État après la démission du président. La déclaration du président du Sénat à Nouskil était claire. La passation du pouvoir respecte la Constitution. Il ne devrait donc pas y avoir de controverses ni de débats dans le monde de la politique à cet effet, mais nous devons nous concentrer davantage sur l'élection. Le président du Sénat s'est adressé également à la population malagasy, l'appelant au calme et à ne pas se laisser facilement influencer par les idées fausses, délibérément véhiculées actuellement, comme celle concernant sa rencontre avec les 10 candidats à la présidentielle. Il n'y a pas de dessous politique, a-t-il confirmé. Cette réunion s'est faite suite à la demande des candidats et il les a reçus en tant que président du Sénat pour pouvoir exprimer la nécessité pour tous de procéder aux élections, de se respecter les uns les autres, de discuter, de faire régner la solidarité et d'assurer la paix et la sécurité à l'approche de l'élection. Madagascar entame le processus électoral. Nombreux sont ceux qui sèment le trouble à cet effet. Cependant, il apparaît désormais clairement que la passation de pouvoir au gouvernement dirigé par le Premier ministre, Christian Tsay, respecte pleinement la Constitution. Il est clair également que le président du Sénat a refusé de prendre ce pouvoir pour des raisons personnelles. Ensuite, la Haute Cour constitutionnelle n'accepte pas que l'on provoque des troubles à Madagascar. Le président de la HCC a confirmé aujourd'hui que seule la Constitution doit être respectée dans le pays. L'objectif est de procéder à des élections propres et transparentes dans la paix et en toute sécurité. J'essaie d'émirer sur les images de Yves Chanel. Provoquer des troubles à Madagascar est inacceptable, notamment à l'approche de l'élection. Le président de la HCC a confirmé aujourd'hui que toutes les décisions prises par cette instance sont conformes à la Constitution. Le candidat Anjradzuel possède la nationalité malagasy et la lettre que la HCC a reçue le confirme.
La HCC n'a pas le pouvoir de modifier ou de forcer le choix du président du Sénat. Ce dernier qui a refusé d'être le chef d'État par intérim. Cependant, il n'est pas acceptable qu'il y ait un vide. C'est la raison pour laquelle l'article 52 de la Constitution a été appliqué, notamment le gouvernement collégial. La HCC appelle également tous les candidats à l'apaisement et à l'instauration de la stabilité à Madagascar. Elle répondra également à la demande d'information de 10 candidats sur le procès et le processus électoral qui aura lieu demain, selon les informations. L'objectif est de procéder à une élection propre et transparente, dans la paix et en toute sécurité, a déclaré la Haute Cour constitutionnelle. Passons dans un tout autre sujet. La journée internationale de la région, ou JIR, est ouverte depuis aujourd'hui. Il s'agit de la 7e édition dans la région Fitwinan à travers Manakar, la capitale de la région, et la région haute. La JIR est un événement qui parcourt l'île pour la promotion de l'économie d'une région et attirer des investisseurs, qu'ils soient locaux ou étrangers. Reportage. La région Fitwinan dispose de nombreuses ressources qui peuvent être exploitées, notamment les ressources minérales, le secteur de l'agriculture et de l'apiculture, la transformation d'huiles essentielles. Ce sont notamment ces ressources qui différencient la région Fitwinan des autres régions de Madagascar, des ressources qui peuvent apporter le développement de la région, voire du pays, qui peut également attirer des investisseurs. Ces secteurs seront mis en avant et portés à la connaissance du public lors de cette 7e édition de la Journée internationale des régions, ou JIR, qui a débuté aujourd'hui à Manakar, capitale de la région Fitwinan. Le ministère des Affaires étrangères est chargé de faire connaître la situation économique d'une région à travers la Journée internationale des régions. Il existe néanmoins une coopération avec le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Ce ne sont pas seulement les investisseurs que l'on informe des potentialités de la région lors de l'événement, mais également les habitants de la région. Après l'ouverture officielle de la JIR à Manakar a eu lieu la visite stand qui expose les trésors et richesses de la région. La 7e édition de la JIR qui se tient à Manakar se termine samedi 16 septembre. 500 enfants et jeunes âgés de moins de 18 ans de la commune d'Ampef ont bénéficié ce jour de jugement supplétif d'actes d'état civil. C'est la concrétisation de l'accord signé entre le ministère de la Justice et l'OIF en juillet dernier. L'objectif étant de délivrer 8000 copies d'état civil pour les enfants de cette région. Les détails avec Ruth Christelle Rakout-Malal. Tukftiavan a 17 ans. Elle n'a jamais mis les pieds à l'école étant donné qu'elle n'a pas d'acte d'état civil. Selon elle, sa mère est morte lors de son accouchement et son père quelques mois après. Elle a vécu avec ses grands-parents et ces derniers ne lui ont pas procuré d'acte de naissance jusqu'à ce jour. En général, l'éloignement et le manque de moyens empêchent les parents de déclarer leurs enfants auprès de la mairie. L'acte de naissance prouve pourtant l'identité d'un enfant. Sans acte de naissance, un enfant ne peut pas aller à l'école, ne peut pas avoir de carte d'identité à sa majorité. Pour y remédier, le ministère de la Justice et l'OIF ont signé un accord en juillet dernier pour délivrer 8000 copies dans la région d'Itas. Les opérations de jugement supplétif d'actes de naissance ont permis principalement aux enfants, notamment les filles en âge d'aller à l'école, d'octroyer leur identité légale. L'objectif était de promouvoir le droit à l'identité des enfants non déclarés par leurs parents durant le délai légal en délivrant leur copie d'acte de naissance. À l'issue de la signature du protocole d'accord de subvention au mois de juillet de cette année jusqu'à ce jour, 1561 enfants ont pu obtenir leur jugement supplétif d'acte de naissance, dont 313 pour la commune d'Ambirmang, 479 pour la commune d'Abatouassan, 299 pour la commune de Mahavel, du district de Soifnadjin et 470 pour la commune d'Anlatsnankeli, du district de Miarnariv. Désormais, ces enfants pourront exercer leurs droits tels que le droit d'aller à l'école, le droit d'être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d'abus et d'exploitation,
le droit d'être protégé contre toute forme de discrimination, le droit d'avoir des conditions de vie décentes, le droit d'obtenir des diplômes, etc., etc. Par le biais de leur existence juridique, ils ne seront plus exclus de la société. Pour ce jour, 500 enfants et jeunes de moins de 18 ans dans la commune d'Apef ont bénéficié de copies d'actes d'état civil. Le ministre de la Justice et l'ambassadeur de l'OIF ont assisté à la distribution. Le projet Azavaouni et Lankelachang est un projet de proximité de l'État à travers le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures qui vise à solutionner les problèmes d'éclairage public au niveau des ruelles, mais surtout pour lutter contre l'insécurité. Ce sont les Foukountanes et les ruelles dans tout le pays qui n'ont pas pu bénéficier d'éclairage public depuis des années qui en bénéficient. Et en début de semaine, c'est au tour d'Alarbi, un Batmang. Nathalie Koutmaev nous en dit plus. Ambatmang, une commune à 50 km de la capitale dans le district de Manzakanjin. Le secteur de l'énergie apporte sa part de développement dans cette commune car depuis que l'électricité y a été mise en place, le nombre d'entreprises qui s'y sont implantées ne cesse d'augmenter. Pour sa part, l'État actuel s'efforce de faire bénéficier d'éclairage public le Foukountan d'Alarbi, commune Ambatmang, à travers le projet Azavon et la Kelanchan. Pour la population, l'éclairage public apporte de grands changements dans leur quotidien car leur village n'a jamais pu bénéficier de ce genre de projet. Ils souhaitent que cela s'étende dans d'autres communes rurales pour lutter contre l'insécurité. Le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures a souligné que le projet se complète avec les autres engagements de l'État, notamment la lutte contre l'insécurité qui figure parmi les priorités. Il a affirmé qu'outre les éclairages publics, d'autres projets dans le secteur de l'énergie sont en cours dans la commune. Le lundi 11 septembre 2023, le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures a remis officiellement à la population d'Ambatmang les lampes qui ont été déjà installées pour éclairer les ruelles du village, en présence du ministre de la Sécurité publique. 57 lampes ont été installées dans cette localité. Concernant les actualités sportives, Ranjia Manamsou Alfred est le troisième candidat à avoir déposé son dossier auprès de la FMF pour l'élection du nouveau président de la Fédération malagache de football. Cet ancien vice-président de la FMF a déclaré qu'il apportera un nouveau souffle au football malagache. Les détails avec Fredo Rakoutorsou. Ranjia Manamsou Alfred est venu déposer sa candidature pour la présidence de la Fédération malagache de football au siège de la FMF à Issourac ce mercredi. 16 présidents de ligue, en plus des candidats au poste de comité exécutif, et le candidat en question ont constitué la délégation qui a remis le dossier de candidature. Ce candidat a affirmé que lui et son équipe sont prêts à poursuivre et améliorer les acquis du précédent président et à rectifier les erreurs afin de développer et promouvoir le monde du football à Madagascar, outre les réformes qui doivent être faites. Outre Ranjia Manamsou Alfred, Rakout Malala Stanislas, secrétaire général de l'Association des clubs de football élites de Madagascar, ou CFEM, et ancien secrétaire général de la FMF, ainsi que Anji Hanoun Victorien, président par intérim de la FMF, sont déjà venus déposer leur dossier le mardi 12 septembre. La réception des dossiers de candidature à la présidentielle de la FMF s'est terminée aujourd'hui à 18h. Il convient de noter que l'élection des membres exécutifs et du président de la FMF aura lieu le 14 octobre prochain. Place maintenant aux actualités internationales, destination Chine. Ce pays est devenu mercredi 13 septembre le premier pays à nommer officiellement un nouvel ambassadeur en Afghanistan depuis la prise du pouvoir par les talibans, après que son envoyé a présenté ses lettres de créance lors d'une cérémonie à Kaboul. France 24. Passage en revue de soldats en uniforme, rencontre avec des hauts responsables, remise des lettres de créance. À Kaboul, il fallait marquer le coup, car dans l'Afghanistan des talibans, c'est une première. Jamais un ambassadeur n'avait occupé ce poste dans le pays depuis la prise de pouvoir des islamistes en août 2021. Dans un communiqué laconique, Pékin ne précise pas si cette nomination annonce une reconnaissance officielle des talibans, un régime sous sanctions internationales. Il s'agit d'une rotation normale de l'ambassadeur de Chine en Afghanistan qui vise à poursuivre le dialogue et la coopération entre la Chine et l'Afghanistan.
Depuis août 2021, la Chine avance prudemment ses pions dans ce pays voisin, car la première de ses priorités, c'est la stabilité de ses frontières, en particulier celle de la région du Xinjiang, où la communauté musulmane locale est persécutée. Pour Pékin, il est essentiel que l'Afghanistan ne devienne pas un refuge pour ce qu'elle nomme les terroristes ouïghours. Et du côté des talibans, il faut croire que les intérêts économiques peuvent parfois l'emporter sur des considérations plus religieuses. Le pays, qui dispose de réserves considérables en terres rares, mais également en lithium ou en cuivre, a besoin de partenaires pour les exploiter et de marchés où les vendre. La Chine, deuxième puissance mondiale et désormais qualifiée de pays ami, arrive à point nommé. En Afghanistan, Pékin vise un triplé stratégique. Se prémunir contre des actions terroristes, servir ses intérêts économiques et supplanter dans la région les États-Unis et la Russie. Ensuite, le nombre de personnes tuées dans les inondations qui ont dévasté Darna, dans le nord-est de la Libye, pourrait atteindre 20 000, a déclaré mercredi le maire de la ville. Face à la tragédie, la mobilisation internationale s'intensifie pour venir en aide aux survivants. La Commission européenne a notamment annoncé l'envoi d'aide de l'Allemagne, de la Roumanie et de Finlande. France 24. Terrains de sport, maisons et quartiers entiers ont disparu sous la boue. Vues du ciel, ces images montrent l'ampleur de la dévastation à Derna. Avant, puis après les inondations meurtrières qui ont coûté la vie à des milliers de personnes. Sur ce cliché, l'autoroute qui longeait la côte a été engloutie. Les incertitudes demeurent sur le nombre exact de victimes. Derna comptait 100 000 habitants, des milliers sont portés disparus. La cité côtière paie le plus lourd tribut, mais plusieurs autres villes et villages du nord-est libyen ont été ravagés, comme Soussa, situé à 100 km, et ses habitants laissés pour compte. Ici, aucune autorité politique n'est venue constater les dégâts. Il devrait envoyer des bulldozers. La compagnie nationale d'électricité doit intervenir. Nous sommes sans électricité depuis samedi. La compagnie des eaux doit également s'impliquer. Elle doit venir réparer les canalisations. Dieu sait que la situation ici est au point mort. On part de zéro. Même désespoir à El Wardia, où ses habitants, sous le choc, observent impuissants les bulldozers qui tentent de déblayer la route. Les années de guerre et l'absence d'un gouvernement national laissent les rescapés traumatisés et vulnérables au milieu des ruines. La petite île italienne Lampedusa s'efforce jeudi 14 septembre de faire face à l'afflux des migrants en provenance d'Afrique du Nord après avoir accueilli plus de 7000 personnes, soit l'équivalent de toute la population locale. France 24. Le maire de Lampedusa parle d'une situation ingérable. Le gouvernement, pour sa part, a déployé des avions et des navires militaires sur place pour faciliter les transferts de migrants vers d'autres régions du pays. Mais cela ne suffit pas car les arrivées de migrants sur les côtes de cette île sicilienne sont permanentes, de personnes qui arrivent parfois blessées avec des fractures, des contusions, des coupures, des brûlures, des femmes enceintes également, des enfants en bas âge avec des drames qui se répètent. Il y a quelques heures, lors d'une opération de secours, elle s'est transformée en tragédie lorsque l'embarcation secourue a perdu l'équilibre. Un bébé de 5 mois est tombé dans l'eau. C'était une petite fille, elle est morte à terre. La situation est également très difficile. Le centre d'accueil de Lampedusa est saturé et le conseil communal de l'île a déclaré l'état d'urgence. C'est vrai que pour Giorgia Meloni, la lutte contre l'immigration clandestine, c'était son cheval de bataille. Une des promesses de campagne de Meloni et de son parti de droite souverainiste Fratelli d'Italia était celle de freiner les arrivées de migrants sur les côtes italiennes. Pourtant, aujourd'hui, on ne peut que constater qu'il s'agit d'une promesse non tenue. Les débarquements se poursuivent en Italie, de plus en plus nombreux ces derniers jours. Plusieurs présidents de région crient
critique la désorganisation du gouvernement central pour gérer cet afflux massif de migrants, et cela malgré l'état d'urgence migratoire décrété au printemps dernier par Giorgia Meloni. Selon le maire de Lampedusa, je cite, cela n'a servi à rien. Et le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, pour sa part, fait appel à l'Union européenne. L'Europe doit intervenir, dit-il, et avoir une stratégie commune en Afrique, sans quoi le nombre d'arrivées ne va cesser de croître. Une augmentation confirmée par les statistiques du ministère de l'Intérieur. Depuis janvier, plus de 123 000 migrants ont débarqué en Italie. C'est quasiment le double par rapport à la même période l'année dernière. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée à notre compagnie. Au revoir.